Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes du 25 février 2016. Ce soir dans notre émission, il sera question d'objets connectés et de cinéma. Pour le cinéma, on retrouvera en fin d'émission notre chroniqueuse Elsa, dont vous écoutez aussi la douce voix sur les ondes de Prune. Ce soir, sur notre plateau, elle va nous donner 2 coups de cœur pour 2 films différents. Crash Cœur, dans un premier temps, un film sur les premiers émois amoureux d'une adolescente à découvrir au Concorde, et également un documentaire qui s'appelle L'homme qui répare les femmes sur le docteur congolais Denis Mukwege à découvrir au 14A en ce moment. Mais avant tout cela, on vous invite à une remise de diplôme. Alors c'est pas courant comme exercice, mais on s'est dit que ça pouvait vous intéresser. Ce diplôme, c'est celui du DU Dessin. Ça veut dire diplôme universitaire du design de services interactifs et innovants. Ça ne veut pas dire grand-chose a priori, mais en fait, ce sont des designers et des ingénieurs, en tout cas des apprentis designers et ingénieurs, qui travaillent main dans la main sur les objets connectés de demain qui peuvent peut-être avoir une utilité dans l'avenir. Ça se passe dans le domaine de la santé, du bien-être au travail, de l'éducation ou encore de la botanique. Présentation de leur projet d'études avec, nous étions ce matin avec Éric Egon en direct de quelques heures de ce midi. Nous sommes là aujourd'hui donc pour la remise de diplôme, le diplôme universitaire dessin, design de services interactifs innovants. Plusieurs projets sont présentés dans cette salle, on va vous en montrer quelques-uns. Le premier s'appelle WeShare, ça s'appelle Faites un vœu, trouver une plante. Il y a déjà une petite maquette qui est là et les élèves qui se cachent derrière ce projet vont nous le présenter. Alors comment ça marche? Quel est le concept de votre projet? Alors WeShare, l'idée c'était de pouvoir aider les gens à sélectionner les plantes qui correspondent à leur environnement. Vous avez ici 3 choix possibles, un choix d'ensoleillement, de feuillage et une tranche de prix. Donc vous avez juste à tourner le cœur de la fleur. Vous choisissez par exemple un ensoleillement ombragé, un feuillage semi-persistant et une tranche de prix entre 10 et 20 euros. Et ensuite vous voyez en face de vous les plantes qui s'allument, qui correspondent justement aux 3 critères que vous avez sélectionnés. Donc là, on a la numéro 5 pour un critère ombragé, semi-persistant et entre 10 et 20 euros. Donc du coup, ça fait quoi la numéro 5? Ça correspond à quoi? Alors en fait là au niveau de la 5 et au niveau de la 1 en fait il y a une lampe en fait, il y a une plante pardon qui est derrière, donc qui correspond en fait, cette plante correspond aux critères de l'utilisateur. Et si on veut par la suite en fait, l'utilisateur peut utiliser donc son téléphone pour avoir plus de détails sur ces plantes et pouvoir faire une sélection plus poussée par la suite. Alors comment vous avez eu cette drôle d'idée? Vous êtes dit, je ne sais pas, je suis chez mon pépiniériste, je ne sais pas comment choisir ma plante, ça me manque ce genre d'outil. Enfin, comment vous avez eu cette idée-là? En fait, ça découle d'une grande partie de recherche qu'on a fait pendant ce qu'on appelle la phase 1. Et donc, on a regroupé toutes les études qui existaient déjà sur les chiffres clés de la vente de végétaux, par exemple, en France. On a également envoyé un questionnaire dans nos réseaux sociaux pour justement avoir des réponses. Et ce qui ressortait de plus important, c'était que notamment les jeunes n'achetaient de moins en moins de plantes. Donc, du coup, il fallait intéresser une cible entre 18 et 35 ans. Et en plus, ils avaient du mal finalement à faire un choix. C'est-à-dire qu'on allait chercher des fleurs, mais on ne savait pas forcément laquelle était appropriée à nos besoins. Donc voilà, la problématique, c'était comment redynamiser le commerce de végétaux en intéressant justement une nouvelle cible. En allant au-delà des critères seulement esthétiques, sans doute. Genre, celle-là, c'est une belle plante. Non, on va faire des trucs qui correspondent bien à son habitat. Comment vous avez travaillé, vous, en complémentarité? Parce qu'on a l'école de design et Polytech qui sont représentés. Comment vous vous complétez? Alors au début c'était un petit peu dur parce qu'on n'avait pas le même langage, designer, ingénieur, mais au final on s'est complété, puis comme on travaille un peu de la même façon, ça s'est bien passé et voilà. En fait, il gérait plutôt le côté technique et moi, j'ai géré plutôt le côté design, création, organisation, on va dire, des différents éléments. Mais voilà, on s'est complété. Disons que j'étais très, très ouverte d'esprit, etc. Lui avait essayé de me focaliser sur la technique et me dire, bah oui, mais il faut que ça fonctionne. Et du coup, on a réussi à faire une balance comme ça. Lui plutôt sur la technique et puis moi, après, plutôt sur la représentation. Donc lui, c'était le rabat-joie un peu, genre, faut faire attention, comment ça marche et tout ça. Je veux dire, ce serait plutôt le rationnel. Et celui qui dit, bah oui, mais il faut que la chose, elle soit possible à la fin et réalisable. Il faut que le projet soit viable. Donc, la première chose que je lui ai dit, c'est on va faire une machine à voyager dans le temps. Donc là, il m'a regardé avec des yeux, c'est qui l'OVNI dans l'histoire? Et au final, on s'est accordé sur le fait qu'on pouvait faire des choses... Plus terre à terre, voilà, les plantes, c'est plus terre à terre en tout cas. On va demander l'avis du professeur aussi, Grégoire, de l'école de design, qui a aussi un petit peu supervisé. C'est un projet
qui pourrait marcher, qui pourrait être commercialisé? Ah ben oui, sans aucun doute, puisqu'en plus, il me semble que les étudiants ont travaillé avec Truffaut pour... Les jardins, le magasin de jardinage. Oui, c'est ça. Et côté design, on met une bonne note alors? Là, ce que l'on demande à nos étudiants, c'est de produire des proof of concept. Bon, c'est une maquette qui peut évoluer, mais qui traduit déjà bien l'usage et qui peut être, pourquoi pas, déjà mise dans un magasin test pour évaluer en fait si le concept en lui-même est utilisable. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est que on est sur des versions qui mériteraient encore d'évoluer. Ici, la réponse formelle, et je parlais tout à l'heure de poésie, elle est plutôt sympa. Elles se font bien dans le cadre d'un magasin. Mais après, en termes d'usage, voir si tout ça fonctionne et correspond aux attentes des usagers. Proof of concept, vous avez dit? Oui. Ça veut dire quoi ça? Un proof of concept, c'est justement un démonstrateur qui va permettre l'évaluation pour... en fait, le design s'inscrit dans une démarche itérative, donc on va successivement réaliser des versions jusqu'à ce qu'on ait la version définitive qui puisse être développée sur des grands volumes, une grande série. Et ben voilà pour la présentation du WeShare. On va continuer notre petite balade puisqu'il y a plusieurs projets qui sont présentés ici. On va aller voir Noah. Ça s'appelle Noah. C'est un petit personnage d'ailleurs qui prend soin de moi et je prends soin de toi. C'est ça la devise de Noah. Avec donc 2 élèves qui se cachent aussi derrière ce projet. Alors Noah, en quoi ça consiste? Alors Noah, en fait, c'est un compagnon d'aide à la prise de traitement pour les enfants asthmatiques. Donc en fait, il va vraiment vivre au rythme de l'enfant. Il va se lever et se coucher en même temps que l'enfant. Et il va avoir une sorte de dialogue sensible par les humeurs que Noah va laisser apparaître sur son visage. Et ces humeurs, elles vont correspondre à des actions, à des prises de traitement. Et c'est une manière d'instaurer un dialogue un peu sensible, dédramatisé et de pouvoir avoir vraiment un compagnon qui va... aider l'enfant, accompagner l'enfant, l'autonomiser et s'assurer vraiment de la bonne prise de traitement pour éviter tout risque de crise, d'hospitalisation et de complications par après. Ça ressemble à une petite peluche intelligente, en quelque sorte. Là, on a une démonstration, une proof concept, du coup, c'est ça. Comment il marche concrètement, ce Noah-là? Noël va se réveiller avec l'enfant, il va avoir son intensité lumineuse augmentée et au moment du matin, donc c'est un moment de prise de traitement, il va devenir de mauvaise humeur pour signaler à l'enfant qu'il faut prendre son traitement. Après ça, l'enfant, il va pouvoir prendre son petit médicament muni d'un tag, il va pouvoir le présenter à Noah et valider la prise pour dire voilà, j'ai pris correctement le traitement en validant les petites pattes du compagnon comme pour lui faire un câlin finalement. Alors la même question qu'à vos camarades, comment vous avez eu l'idée de ça? Ça vient d'où, ça, ce Noah? Alors du coup, on avait envie de travailler un peu dans la santé et notamment les maladies chroniques. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait encore rien qui existait à destination des enfants. Il y a beaucoup de choses pour les personnes âgées, mais pas forcément pour les enfants. Et l'asthme, c'est la maladie la plus courante chez les enfants, c'est la maladie chronique la plus courante. Et voilà, nous voulons travailler là-dessus et particulièrement sur le traitement de fond qui est pas forcément bien observé, c'est-à-dire que le traitement est pas correctement pris. Et voilà, si le traitement de fond de l'asthme est correctement pris, après ça, les crises vont diminuer, il y aura moins de problèmes liés à l'asthme finalement. Alors, comment vous avez, vous aussi, collaboré toutes les deux? Comment ça s'est passé? Alors nous, on a vraiment essayé d'hybrider nos compétences et d'essayer de s'initier aux compétences de l'autre. Donc j'ai dû essayer un peu de mettre les mains dans tout ce qui était très technique. Et j'ai essayé dans le même temps d'initialiser à des méthodologies de conception pour essayer vraiment de faire en sorte qu'on y gagne vraiment à cette collaboration, qu'on arrive avec des compétences supplémentaires vraiment en sortant de cette formation. Alors justement, oui, c'est une formation qui fait travailler plusieurs écoles entre elles. Et on a un autre professeur qui est là aussi, de l'IAE. Dans le bon ordre, voilà, c'est ça. Donc vous, votre rôle, c'est de voir un petit peu si ces concepts peuvent prospérer aussi dans les entreprises du territoire? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est d'accompagner les étudiants dans le fait de pouvoir valoriser les projets auprès de partenaires du territoire, voire national, voire international. Mais dans un premier temps, déjà, d'accompagner la maturation du projet. Pour l'instant, on est à l'état de maquette, de prototype. Donc là, c'est un projet qui est en plus super intéressant, donc sur lequel on a justement un souhait, en plus des porteuses, d'accompagner ce projet-là, donc d'aller plus loin, de pouvoir... Parce que c'est une réunion entre une idée intéressante, un projet qui est viable techniquement, mais aussi une volonté des étudiants de dire, voilà, ce projet-là, je peux le porter plus loin, je peux l'accompagner, et au contraire, nous, on est là justement pour les aider dans ce cadre-là,
tout au cours de l'année et puis également dans les phases successives avec un certain nombre de dispositifs d'accompagnement de l'université, des écoles et compagnie sur le territoire. Parce que ce n'est que la deuxième année que ce diplôme est rendu aux élèves, est décerné aux élèves. Donc vous n'avez pas encore beaucoup de retours sur les potentialités commerciales, parce que ça peut prendre beaucoup de temps en fait. Oui, effectivement, entre le développement d'une idée, après, il y a des notions de propriété intellectuelle, il y a des notions de développement, comment on va co-développer, peut-être avec un industriel, peut-être demain en montant une entreprise ou peut-être en transférant ce projet dans une organisation existante. Donc, tout ça prend un certain nombre de mois, voire plutôt 2 mois, parce qu'en l'occurrence, dans les objets connectés, lorsqu'on est en année, c'est souvent un peu dépassé, mais de manière à ce que, effectivement, ça puisse produire de la valeur ajoutée pour les étudiants, pour les écoles, évidemment, les universités, mais aussi pour le territoire qui nous accompagne au quotidien. Alors, on va poursuivre aussi notre petite balade. On a vu Noah, il y a son pendant masculin, c'est Noé, qui est là aussi, qui donc enquête d'un monde virtuel. Donc, on va en savoir un petit peu plus avec les deux concepteurs. C'est quoi Noé? À quoi ça sert? Alors en fait, Noé, c'est un projet qui a une triple vocation, qui a d'abord une vocation de créer une histoire sur les lieux de culture du territoire, donc notamment les musées. Une autre vocation qui est venue après une réflexion plus approfondie, qui est aussi de proposer aux enfants une expérience de visite un peu plus innovante, un peu plus dynamique, et aussi de fournir un outil d'aide d'aide de l'organisation d'une visite aux enseignants. Donc c'est pour que les enfants disent chouette, on va au musée et pas la barbe, on va au musée, quoi, en gros. C'est vrai, c'est vrai. Depuis quelques années, il y a un engouement qui est énorme par rapport au numérique dans les musées. Et nous, notre terrain d'action, c'était notamment le musée d'histoire naturelle de Nantes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose encore de numérique et que la collection, notamment permanente, reste un peu statique et austère. Et on voulait vraiment changer ce côté on ne touche qu'avec les yeux et de libérer en fait la collection du musée d'histoire de Nantes dans les autres musées du territoire. Alors on va voir avec votre camarade comment ça marche, parce qu'il y a déjà un petit peu là une tablette avec quelques outils. Comment ça fonctionne, Noé? Alors c'est un projet qui donc se passe en 3 phases. Donc il y a une phase en amont où il y a la préparation de l'expérience. Donc l'enseignant va pouvoir préparer l'expérience, donc créer différentes questions. Et en fait l'enfant, lors de la visite, va pouvoir répondre à ces questions en allant rechercher les réponses dans le musée. Donc les réponses, ça va correspondre à des objets de collection qui sont présents dans le musée. Donc avec une petite télécommande qui marche avec la technologie RFID, ils vont pouvoir se rapprocher des cartels de texte qui sont actuellement présents dans le musée. Donc ça va être de ce type. Et ils vont aller rapprocher la télécommande comme ceci vers l'objet de capture. Et donc ça va leur permettre de savoir donc, visuellement si oui ou non ils ont bien répondu à la question posée. Et donc avec un signal lumineux, visuel, donc, qui va s'afficher rouge ou vert si c'est la bonne ou la mauvaise réponse, et un retour vibratoire. Ensuite, donc, ça va être une itération. Donc, l'enseignant va pouvoir présenter différentes questions. Donc, ils vont pouvoir répondre à différentes questions comme ceci. Et au fur et à mesure de l'avancement, l'enseignant va pouvoir visualiser les réponses directement sur la tablette. Et donc, il y a la 3e phase qui se déroule chez soi et à l'école. Donc, ça va être une expérience autour de la réalité augmentée où l'enfant va pouvoir visualiser tous les objets de collection qui ont été capturés durant la visite. Et donc, avec ce système de réalité augmentée, ils vont voir les animaux revivre. Pour l'exemple du musée d'histoire naturelle de Nantes, donc les animaux revivre et s'animer et interagir entre eux. Donc on peut imaginer aussi une application, là c'est très concret, dans le muséum d'histoire naturelle. Ils se sont montrés intéressés pour le développer, ce musée? Oui, en fait, comme disait Thomas, c'était dans l'idée de développement du numérique au sein des musées. Et ils étaient plutôt intéressés pour ce type de projet, pour justement dynamiser les visites des groupes scolaires. Alors on va aller voir un autre projet qui se trouve juste à côté aussi, qui s'appelle La Hutte. Alors nous, à Télé-Nantes, on serait assez intéressés aussi, puisque nous travaillons, comme beaucoup de gens, dans un open space, voilà, un espace ouvert. Et donc ça, c'est la solution que vous avez trouvée pour éviter le bruit ambiant. Et bien sûr, et c'est justement le but, c'était l'observation qu'on avait faite, c'était il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dans les open space, et ça apporte des grosses problématiques, notamment vis-à-vis du son et de la confidentialité. Et donc on a cherché à répondre à ces problèmes avec notre petite solution à tous les deux, HUT, et donc qui est une chaise qui va être connectée à une interface. Une interface web donc sur l'ordinateur et une petite application qui va permettre de communiquer facilement avec tous ses collègues et en même temps de réduire justement l'émission et la réception de son dans son assise en fait. Donc concrètement, là, on est assis ici. Le fait d'avoir ça autour de soi, ça fait qu'on est coupé du bruit ambiant, mais qu'on peut aussi communiquer avec ses voisins, ses collègues, sans hurler, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, dès qu'on s'assied dans la chaise, on n'a rien à faire. Automatiquement, l'application détecte qu'on est assis sur la chaise, nous connecte en fait, améliore nos communications avec tous les autres
personnes qui ont une chaise hutte. Et on peut parler à ses voisins avec le principe d'assise qui va basculer en arrière pour pouvoir parler avec son voisin de gauche et droite sans que ça nous isole. Et on peut aussi parler avec notre chef qui est 2 étages au-dessus sans problème avec l'application qui va nous permettre d'appeler et parler directement dans la chaise comme si on était juste à côté de lui en fait. Ça, c'est vraiment une bonne idée. On a un professeur aussi de Polytech, si je ne dis pas de sottises. Donc, on a vu pas mal de projets. Quel regard vous portez là sur les résultats de ces élèves, leur créativité ? Je pense que la créativité est au rendez-vous. Pour les étudiants ingénieurs, ça leur ouvre, et on espère que ça leur ouvre des portes et également l'esprit, et que ça leur permet de découvrir beaucoup de choses en à peine 6 mois. Et donc que ça améliore grandement la formation des ingénieurs pour former des ingénieurs un peu designers. Interagir avec des designers. Voilà, donc c'est un binôme qui a travaillé en effet pendant 6 mois. Donc même opinion, j'imagine, à Télécom Bretagne, c'est ça, c'est que les ingénieurs se frottent aussi à d'autres métiers. Tout à fait, oui, c'est l'idée de départ, de faire rencontrer deux cultures professionnelles que sont l'ingénieur et le design. Et je pense que on y réussit assez bien, on a des beaux projets innovants et en même temps qui fonctionnent. Donc c'est plutôt bien, et surtout ce que disait Yannick, c'est vraiment il y a une approche très usage et usager, et ils se confrontent aussi à la réalité de malades, d'enfants qui vont visiter les musées, d'enseignants qui ont des problèmes de gérer les enfants. Donc voilà, il y a vraiment on couvre à peu près tous les domaines de ce qu'est l'innovation aujourd'hui dans le numérique et dans d'autres domaines. Voilà, donc maintenant ça va être l'heure de la remise des diplômes, je crois, la remise officielle de diplômes. On a montré quelques petits exemples que vous verrez peut-être un jour dans vos commerces, on ne sait jamais. Et téléportation, voilà, de moi-même. En tout cas, félicitations à tous ces étudiants qui ont été inventifs et à la fois pratico-pratiques, techniques, et peut-être des inventions qu'on retrouvera un jour chez nous. Et tout de suite, on la retrouve tout de suite chez nous, c'est Elsa, notre chroniqueuse ciné. Voilà, qui ne parle pas de un film, mais de 2 films ce soir. 2 coups de cœur. 2 coups de cœur, oui. Bonsoir Elsa. Bonsoir Alice. Un coup de cœur qui s'appelle Crash Cœur d'ailleurs, pour commencer. Oui, joli titre d'ailleurs. Très joli titre en anglais, c'est Raging Rose. Raging Rose, encore plus joli. Mais pourtant, c'est bien un film français dont on parle. C'est un film français, oui. Un peu franco-polonais, puisque la réalisatrice, qui est d'origine nantaise d'ailleurs, a une ascendance côté de sa famille polonaise. Donc elle a tourné entre la Bretagne et la Pologne ce premier long métrage dont on voit l'héroïne à l'écran, qui s'appelle Rose donc. Et la réalisatrice, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Julia Kowalski. On l'a pas encore dit. Voilà. Ça, c'est polonais. C'est polonais, très joli aussi. Et donc, son premier long métrage est passé dans la section de l'Acide à Cannes. C'est la petite section avec des films choisis parmi des centaines par des cinéastes indépendants. C'est la section un peu à part de Cannes, où il y a peu de journalistes dans les salles, hélas, parce qu'il y a vraiment des perles comme ça. Mais vous y étiez. Et moi, j'y étais, et c'était un véritable coup de cœur. Et je suis très contente de vous en parler, parce que ça passe dans, je crois, une dizaine de salles en France, si je dis pas de bêtises. Et à Nantes au Concorde. À Nantes, uniquement au Concorde, voilà. Et pourquoi ça sort un peu des sentiers battus ? Je trouve qu'elle a vraiment une patte vraiment très intéressante, déjà très prometteuse. Je lui ai dit d'ailleurs, et il y a des très bonnes critiques sur ce film, je ne suis pas la seule à le penser, attention. Très très prometteuse parce que son héroïne, d'abord, c'est une fille au caractère assez fort. Et surtout, c'est une adolescente écorchée vif, un peu rugueuse, comme elle dit. J'aime bien ce mot, ça correspond bien à notre héroïne. Une rose avec des épines, en somme. Exactement. Un peu renfrognée, presque un peu, des fois, pas très sympathique même, des fois. Un peu mythomane, un peu désagréable. Et voilà, et cette jeune adolescente va hésiter. Elle a le désir naissant de l'adolescence. Et donc, elle va hésiter entre cet ouvrier qu'on voit à l'écran, un ouvrier polonais qui travaille chez son père, et le fils petit camarade de classe de celui-ci qui est le fils de l'ouvrier polonais, qui s'appelle Roman. Et Julia Kowalski, elle a trouvé pour ça 2 acteurs. On voit l'affiche qui est très très jolie aussi au passage, je dis. Tout est bien dans ce film, en résumé. Tout est bien, voilà. Et elle a trouvé surtout 2 acteurs, Liv Henneguier et Johan Zimmer, qui sont les 2 adolescents, absolument formidables. Donc voilà, c'est vraiment à fleur de peau. Puis vous aimez bien les films avec les ados ? Moi, j'aime bien les films avec les ados, de l'adolescence. Ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, c'est ça que je tiens à dire. Et en plus, elle a un univers extrêmement stylisé. Très intéressant. Elle a fait aussi de ce film un côté intemporel, c'est-à-dire on ne voit pas les ados avec des téléphones portables, on ne sait pas vraiment à quelle époque ça se passe, ils sont habillés tout le temps pareil. Voilà, elle ne s'est pas accrochée à ça. Ça va à toutes les générations, X comme Y. Clark, elle ne les met pas tout nus, voilà, c'est pas du tout ça. Non mais ça sort vraiment. Mais est-ce que c'est aussi pour les ados ?
C'est aussi pour les ados, moi, je trouve. Parce que je pense qu'ils se reconnaîtront, et peut-être même beaucoup plus que dans les derniers films où, voilà, Bang Gang, tous ces derniers films où on voit les ados à poil. Je pense qu'ils se reconnaîtront beaucoup plus dans ce film-là de Julia Kowalski que dans les films les plus récents. D'accord. Donc Voilà. à recommander, y compris aux adolescents. Y compris aux adolescents. Et donc là, ça Ouais. se voit au Concorde en ce moment, par exemple demain à 18h30 et samedi à 14h. Donc le Concorde, c'est le cinéma du quartier Chantenay, évidemment, hein, un petit cinéma. Voilà. Et ça va Il y a une belle programmation. pas rester très très longtemps. Donc on se vraiment, dépêche. Il faut y aller. Ouais. Alors un petit coup de cœur aussi, il vous reste un peu plus d'1 minute pour parler d'un documentaire qui est à voir au 14A. Oui, au 14A, ça s'appelle L'homme qui répare les femmes. C'est un film de Colette Brackman et Thierry Michel. Thierry Michel, qui est un réalisateur, j'ai pas trop le temps, mais qui est bien connu du continent africain. Il fait beaucoup de documentaires sur l'Afrique. Il a eu des gros problèmes là-bas d'ailleurs, parce que évidemment, dans ses documentaires, il montre des choses que voilà. Et donc là, il suit le docteur Denis Mukwege, qui est un gynécologue congolais, qui était venu à Nantes, parce qu'il a fait une partie de ses études à Angers. Voilà, pour présenter son film où on relate en fait la vie du docteur Mukwege, qui est un homme extrêmement engagé, qui a d'abord commencé tout seul dans son hôpital du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Et lui, c'est un gynécologue qui répare toutes les femmes victimes de viols systématiques comme arme de guerre, j'entends, hein, pas le viol, vraiment Donc, le comme sujet arme est de dur. guerre, voilà, systématique au Congo depuis 20 ans. Un sujet très dur. Alors, on voit pas d'image, je rassure les gens, on voit pas d'image très vraiment Traumatisante. trash. Non. C'est le combat de l'homme, quoi. En revanche, c'est exactement la vie de l'homme, donc qui a échappé à des tentatives d'assassinat, etc., qui a été plaidé la cause partout à l'ONU, devant les plus grands, enfin vraiment. Et puis surtout, Thierry Michel, il a réussi à faire parler ces femmes qui sont extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Et c'est beaux ça qui est témoignages, vraiment quoi, important, fort. très très fort. Par contre, rien que les paroles, des fois, sont très dures. Oui, même s'il n'y a pas les images, à entendre. Quoi. Ça violente aussi. Voilà. Et il faut vraiment voir ça. On en apprend beaucoup sur l'histoire du Congo, et surtout, c'est un homme extraordinaire. C'est quelqu'un qui a une aura à la Nelson Mandela. D'accord, donc à découvrir au 14A. Il y a une séance, par exemple, samedi à 18h10. Voilà, merci pour ces jolis coups de cœur, Elsa. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Télénantes.